Bonjour Nathalie Arthaud. Alors on vous reçoit ce matin, une semaine avant votre traditionnelle fête à Presles, dans le Val d'Oise, la fête de lutte ouvrière, donc week-end de la Pentecôte. Et j'imagine que dans vos interventions publiques, vous allez parler de la situation à Gaza. Le président de la République est en ce moment à Singapour. Il est intervenu tout à l'heure en précisant sur la reconnaissance de l'État palestinien que ce n'était pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Avant de parler de la position sur le côté humanitaire, une réaction à ce qu'il a rappelé, puisqu'il a dit qu'il allait sans doute à terme reconnaître l'État palestinien. Une réaction sur ce qu'il a dit à Singapour. Il reconnaîtra l'État palestinien quand finalement la possibilité même de son existence ne sera plus présente. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la politique de Netanyahou, c'est de détruire toute possibilité de faire naître un tel État palestinien. Dans la bande de Gaza, c'est évident. Dans la bande de Gaza, aujourd'hui, on a une politique de purification ethnique. C'est ça, cette guerre qui est menée. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une guerre contre tous les Palestiniens. C'est une politique génocidaire depuis 19 mois. En réalité. Vous employez ce terme de génocide? Oui, bien sûr. Une partie de la gauche maintenant l'emploie. Il y a une volonté de la part de Netanyahou, de son gouvernement, flanqué bien sûr de ministres qui ne s'en cachent pas, une volonté de faire partir les Palestiniens. Voilà comment ils veulent régler leurs problèmes, en se débarrassant des Palestiniens, en rendant cette bande de Gaza inhabitable. Pourquoi détruisent-ils systématiquement les hôpitaux, les infrastructures? Ils empêchent pour des décennies toute vie à Gaza. C'est ça la réalité. En Cisjordanie, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de déplacer des populations, de les forcer à partir, etc. Donc oui, on est confronté à cela. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron va nous dire « Oh, on va reconnaître l'État palestinien ». Mais écoutez, tout ça... Vous pensez que ces propos sont vains? Mais bien sûr qu'ils sont vains. Bien sûr qu'ils sont vains. Ils n'ont rien fait depuis 77 ans. Ils ont accepté que tous les gouvernements israéliens successifs piétinent le droit international, colonisent, mène cette politique d'apartheid, d'oppression. Ils l'ont accepté depuis 77 ans. Et aujourd'hui, où finalement l'État israélien n'a fait qu'avancer, ils expliquent qu'ils vont reconnaître. Non, mais ça n'a aucun sens, aucun sens. Ils font semblant en réalité de se préoccuper du sort des Palestiniens. Alors la situation humanitaire, notre confrère Le Monde titrait hier que le nouveau dispositif de distribution d'aide alimentaire voulu par Israël virait au chaos. Ça aussi, c'est une préoccupation. Vous trouvez qu'elle est tardive, qu'aujourd'hui, on s'inquiète trop tardivement de que cette aide humanitaire n'arrive pas ou mal? Je crois que Emmanuel Macron a parlé au futur. Il faudra faire quelque chose, mais attendez. Il a dit qu'il faut durcir la position collective contre Israël s'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours. Il faut durcir. Quand est-ce qu'il bougera le petit doigt? Quand est-ce que l'Union européenne bougera le petit doigt? Quand? Les morts, il faut faire quoi, les familles bombardées, c'est maintenant là. Oui. C'est maintenant. Les enfants qui n'ont... Vous avez vu les images des enfants qui n'ont plus que la chair sur les os, qui sont transformés en vieillards, qui n'ont même plus la force de pleurer. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et on va nous expliquer que en laissant rentrer quelques camions, etc., en empêchant les organisations humanitaires d'intervenir, parce que c'est ça, il y a des spécialistes de la distribution de nourriture d'urgence. On les empêche. Au lieu de cela, effectivement, le gouvernement israélien a choisi sa façon d'organiser. Ça a donné lieu à cette scène atroce où, y compris l'armée israélienne, a tiré sur la foule qui cherchait à obtenir un peu de quoi manger pour leurs enfants. Donc, ils utilisent, y compris la faim, comme une arme de guerre. Le Hamas a dit... Et c'est pas nouveau, ça. Le Hamas dit ne pas accepter les conditions que les Américains essaient de mettre en place pour un cessez-le-feu, qu'Israël a dit avoir accepté. Que faire aujourd'hui pour imposer, si c'est comme ça, dans ce sens-là qu'il faut aller, pour imposer un cessez-le-feu aux deux parties? Et au passage, on ne parle plus beaucoup des otages. Qu'est-ce que peut faire la communauté internationale, si on voit large, et le président de la République en particulier? Vous savez, le gouvernement israélien a envoyé plus de bombes sur Gaza que sur Dresde à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ces bombes,
cet armement-là, il vient des États-Unis. Ces financements, ils viennent des États-Unis. L'Union européenne continue d'apporter des armes. En fait, il y a une complicité qui continue aujourd'hui par rapport à cette guerre, par rapport... L'Union européenne en est au 17e train de sanctions contre Poutine. 17e train de sanctions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour forcer la main à Netanyahou? Parce que bien sûr que c'est à lui de reculer, de cesser cette politique, encore une fois, qui est qui est insupportable. Vous qui est considérez insupportable. Que la communauté internationale dit en quelque sorte la guerre choisira ses vainqueurs? Moi, je pense que depuis le début, ce que vous appelez la communauté internationale est complice. C'est une expression, elle existe. Oui, mais justement, il n'y a pas de communauté internationale, c'est pas vrai. C'est la loi du plus fort. Et en l'occurrence, aujourd'hui, tout le monde suit qui? La première puissance du monde, c'est-à-dire les États-Unis, et ceux qui donnent le là. Parce que là, vous avez parlé de la déclaration de Macron, mais en réalité, il suit le fait que Trump, aujourd'hui, essaye de retenir un petit peu son allié privilégié dans la région. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, et d'ailleurs toute l'histoire de la naissance d'Israël, de son développement, c'est que précisément les puissances impérialistes ont utilisé Israël dans cette région pour être son bras armé, voilà, parce que c'est une région riche en pétrole, parce que c'est une région de trafic maritime, et depuis le départ, ils ont décidé d'en faire un allié privilégié qu'ils soutiendront quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse. Donc oui, ils sont les morts, 54 000 et peut-être bien plus en réalité, qui sont là depuis 19 mois, sont de la responsabilité de Netanyahou, mais ils sont aussi à mettre sur le compte de nos propres dirigeants, des dirigeants américains et des dirigeants européens et du gouvernement français. Alors l'actualité est ainsi faite. Je vous ramène à une question, j'allais dire de politique intérieure, mais de santé publique. On a appris qu'à partir du 1er juillet, les espaces publics allaient être interdits à la cigarette. Est-ce que vous considérez que c'est un système pour prévenir et protéger les enfants, ou est-ce que c'est aussi un moyen de faire une fois de plus tenter d'arrêter de fumer les adultes? Est-ce que c'est un choix de santé publique? Redescend. Ah oui, mais on redescend, en effet. Ça, c'est aussi une préoccupation. Oui, bien sûr. Non, mais moi, j'ai découvert ça hier. J'ai compris que c'était assez consensuel. Vous ne fumez pas, vous? Voilà. Vous avez non, je ne fume pas. J'ai compris que c'était assez consensuel, y compris qu'un certain nombre de fumeurs n'étaient pas opposés. Bon, écoutez... 75 000 personnes en France voilà. Meurent de... Voilà, si c'est possible et si finalement il y a un consensus qui se dégage, écoutez, pourquoi pas. Alors, puisqu'on parle santé publique, on parle aussi financement, de la sécurité sociale par exemple. Le Premier ministre et Président de la République parlent beaucoup de budget sans qu'on sache trop ce qui se passera. Mais il y a quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène, c'est la fameuse TVA sociale. On en parle depuis longtemps sans l'avoir vraiment appliquée. Vous en pensez quoi, vous, à titre personnel? Est-ce que c'est un moyen ou pas de réformer le modèle social que de baisser les cotisations et d'augmenter la TVA? Non, la TVA, c'est l'impôt le plus juste, le plus injuste qui soit. C'est l'impôt. Vous êtes surpris de dire juste. Hein. C'est l'impôt le plus injuste qui soit, voilà, qui fait payer même proportionnellement plus les plus pauvres. Donc, je suis absolument contre la TVA sociale. Et vous voyez, vous avez parlé du modèle social. Vous avez utilisé cette expression, c'est une expression courante, maintenant un peu passe-partout. Mais moi, à chaque fois, elle me fait bondir. Vous reprochez de citer ce qu'a dit le président de la République, c'est lui qui a parlé du modèle social. Mais tout le monde nous explique que pas les discours du président de la République, Madame tout le monde Marceau. nous explique qu'en France, on est dans un pays merveilleux, il y a un merveilleux modèle social, etc. On vit dans un système économique qui est un système capitaliste, qui est basé sur l'exploitation, où des millions de femmes et d'hommes passent leur vie à se tuer au boulot pour des fois même pas réussir à se loger correctement, à se soigner correctement. Voilà la réalité aujourd'hui de ce pays. Aujourd'hui, et ce ne sont pas ces femmes et ces hommes-là. Ce ne sont pas les caissières, ce ne sont pas les ouvriers, les aides à domicile, les conducteurs. Ce ne sont pas ceux qui sont à la base de la société, qui gagnent le mieux leur vie, qui s'enrichissent le mieux. Non, c'est ceux qui
possèdent le capital, voilà, et qui s'enrichissent justement du labeur des autres. Donc moi, je ne dirais jamais qu'il y a un modèle social. Le capitalisme, pour moi, c'est le contraire, précisément, du modèle social. On a ceux qui travaillent, ceux qui sont utiles à la société, qui sont confrontés, d'abord, qui sont de plus en plus pauvres. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de salariés qui sont au SMIC, 1426 € net, 2 millions et demi, plus de 2 millions et demi de travailleuses et de travailleurs, souvent des femmes. Pour prolonger ce que vous dites, donc, on parle du budget. 1426 € net, vous trouvez que c'est un modèle social? Vous ne croyez pas le Premier ministre qui dit, alors pardon, je vais le citer, vous allez me faire le reproche de l'expression, que tout le monde va faire un effort. Vous pensez que le budget pèsera toujours sur les mêmes? Moi, ça me révolte. Tout le monde va faire un effort, ça me révolte. Nous avons 1 minute pour en parler. Il y a 400 plans de suppression d'emplois, 200 000 à 300 000 salariés qui vont se retrouver peut-être demain sans gagne-pain, et par ailleurs, on va avoir les Michelin, les Valeo, les ArcelorMittal, LVMH supprime 1200 emplois. Alors eux, ça va aller. Eux, ils vont prospérer. Leurs coffres forts vont se remplir. Et on est en train d'expliquer qu'il faut que tout le monde fasse des efforts. Mais bien sûr que non. L'argent existe dans cette société. Quand on me dit que les caisses sont vides, je demande quelle caisse? Quelle caisse? Des coffres forts sont pleins. Aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de milliards dans certains coffres forts. C'est d'ailleurs le fruit de la richesse de l'ensemble des travailleurs. Donc, il faut que cet argent serve à combler les déficits, à combler la dette, que d'ailleurs, les plus riches ont contracté. Merci Nathalie Arthaud. Je ne suis pas sûr que le Premier ministre suive vos conseils pour construire son budget. Mais c'est une question, oui, vous avez raison, et ça sera une question de combat, je l'avais oublié, mais c'est une question de rapport de force, et surtout, il ne faut pas... les travailleurs, ils ont cette légitimité de dire on produit tout, on doit pouvoir profiter des richesses qui existent dans la société. Merci beaucoup. Merci.